En 1831, la ville de Cherbourg reçoit une caisse remplie d'œuvres d'art, en provenance d'un expéditeur anonyme. Désireux, dit-il, d'offrir à sa ville natale des modèles de peinture à destination des jeunes gens qui, comme lui, pourraient se sentir un goût pour les arts. Dans les années qui suivent, les envois se multiplient, à tel point qu'en 1835, la ville ouvre un musée pour accueillir l'ensemble des collections. Pour retrouver l'identité de ce mystérieux donateur, il suffit de suivre le parcours. Dans chaque salle, 1 ou 2 vidéos vous permettront d'obtenir une lettre afin de résoudre cette énigme. Je vous donne la première et un conseil. Suivez le guide. Bienvenue dans la salle des peintures italiennes. Afin d'obtenir votre lettre, vous devrez compter le nombre d'arts que vous verrez durant cette séquence. Nous commençons avec une peinture religieuse, le martyre de Saint-Sébastien, peint par Bartolomeo Schidoni au XVIe siècle. Nous voyons ici Saint-Sébastien lors de son exécution. Il s'était engagé dans l'armée de Rome et finit condamné à mort par l'empereur Dioclétien qui lui reprochait sa mauvaise conduite et tentait de le persuader d'abjurer sa foi chrétienne, ce que Saint-Sébastien refuse. Il est donc exécuté par des archers. Et ici, nous avons une scène mythologique peinte par un artiste inconnu du XVIIe, la mort de Hyacinthe. On voit ici Hyacinthe qui gît dans les bras d'Apollon, son amant, après une partie de disque où Zéphyr, le dieu du vent, a dévié volontairement le disque afin de se venger d'Apollon et blesse mortellement Hyacinthe, qui meurt. Puis on voit aussi qu'Apollon, du sang de son amant, fait naître une nouvelle fleur, la jacinthe. Monsieur, le musée est fermé. Mais c'est quoi ce tableau? C'est quoi ce tableau? C'est la mort de Sisera qui... Plus vite, c'est quoi? C'est la mort de Sisera, il meurt ici, visiblement. Après, c'était le chef de l'armée du roi des Jabins, ennemi des Israélites, qui perd une bataille et cherche... oui, c'est ça. Et qui trouve chez cette femme, Yaël, alliée des Israélites. Donc, elle lui offre l'hospitalité, lui donne à boire, lui accorde une sieste. Et lorsque Sisera s'endort, elle le tue à l'aide d'un marteau et d'un pieu. Et vous voyez que la lumière se concentre vraiment sur la femme et son acte plutôt que sur Sisera qui est dans l'ombre. Car ce qui nous intéresse n'est pas la victime, c'est l'assassin. C'est pas traqué tout ça. Non. Mais vous savez, les peintures italiennes du XVIe et du XVIIe sont souvent représentées par des scènes de mythologie et de religion très sanglantes. Bienvenue dans la salle numéro 3. Pour obtenir votre lettre, vous devrez compter le nombre de personnes ensanglantées que vous trouverez lors de cette vidéo. Nous sommes dans la salle des Espagnols, avec des tableaux qui datent du XVIIe siècle. Ce premier tableau se nomme Madeleine pénitente.
Il représente Marie-Madeleine, une amie du Christ, ancienne prostituée. Elle est représentée dans une ambiance sombre, caractéristique des peintures espagnoles. Sur ce tableau, on voit le Christ portant la croix sur son dos. Ce tableau se nomme La montée au calvaire, durant laquelle le Christ tombe et se relève sans cesse. On peut observer une couronne d'épines avec du sang qui coule. Caractéristique des peintures espagnoles. Selon la tradition chrétienne, Saint Sébastien aurait été mis à mort 2 fois, car il aurait survécu à sa première mise à mort. Symbole homoérotique de la Renaissance, il est invoqué pour lutter contre les épidémies. Bienvenue dans la collection des écoles du Nord, où l'art se transforme en or. Approchez, approchez, admirez toutes nos œuvres, fondez-vous dans le décor. Toutes les œuvres, je ne suis pas d'accord. Trouvez le tableau manquant pour gagner une lettre encore. Mon Dieu, ma beauté, je suis subjuguée devant ta somptuosité. Ces femmes sophistiquées, délicates et nobles, pas comme ces autres ivrognes. Attention, vous allez me mettre en rogne. Mais de quel tableau parlez-vous? Je me questionne. N'écoutez point, allons voir ce que j'affectionne. Que de diversité dans ces pays majoritairement protestants, comme c'est motivant de travailler sans contrat de l'église, mais des bourgeois. Des bourgeois. Observez cette majesté, Tiller Peter Ross qui peint l'huile sur toile à la brosse. Comme il est créatif avec son fond imaginatif, cette peinture brillante et extravagante entraîne la descente vers la fin de la visite. Pas si vite. Il y a des limites. Ne parlez pas de ce tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? C'en est assez. Je démissionne. Mais quel tableau?
Bonjour et bienvenue dans la salle de l'école du Nord qui va être pionnière dans l'usage de la peinture à l'huile et qui va notamment développer un style nouveau, contrairement aux autres écoles du XVIIe siècle. Cette école va être particulièrement connue par sa simplicité et sa représentation des scènes de la vie quotidienne. Dans cette école, tout repose sur les détails. C'est la précision qui donne cet aspect presque photographique que l'on peut observer normalement sur cette peinture. Je vous garantis qu'à cet endroit, il y avait normalement une peinture. Je vous le jure. Elle ressemblait à celle-là, oui. Avec des fleurs, exactement, de couleur bleue au centre, comme celle-ci. Oui, voilà, je m'en souviens. Il y avait notamment un animal, comme celui-ci. Un singe, un chimpanzé. Non, c'était un lémurien accroché à un arbre avec sa longue queue, ses doigts et son regard un peu vicieux. Oui. Il y avait notamment une personne. C'était un homme. Une femme. C'était une femme. Oui, voilà. Avec cette position, ce regard, sa chevelure le long de sa nuque et sa tenue, mettant en valeur cette personne sublime et bien évidemment sa poitrine. Excusez-moi, et de qui cette peinture? De Van Loo. Ça vous va comme réponse? Bon, reprenons. Il y avait une personne. Non, en réalité, il y avait plusieurs personnes. Exactement comme celle-ci. Oui, voilà. Celle-ci. Il y avait 3 personnes, assises, 3 femmes, au fond d'un jardin, comme si nous étions au paradis. Avec, au premier plan, les fleurs de tout à l'heure, un arbre à droite, avec un lémurien, le bras tendu vers ces femmes, cette nudité, ces formes, cette beauté. Excusez-moi, Oui, vous faites quoi là? je présente ces tableaux, enfin je dois en retrouver une. Allez-y, monsieur, Mais allez, je ne l'ai pas encore retrouvée, s'il vous plaît. Dégage, on a une enquête. Peinture française. Typique du tueur au tableau. Qu'est-ce que c'est? Sûrement un message du tueur. Elle peut être passionnelle, guerrière ou même prédatrice. Elle veille toujours sur nous. La mort. Mort. Mais bon. On va se séparer pour trouver les indices. Tu vas par là? Ouais. Ça va? Oui, sur toi de Montboulogne. Dis-moi tout. Mort passionnelle. Pyram est isolé. 2 amants. Pyram espérait retrouver sa demoiselle, mais il crut qu'elle était morte. Il s'est donc suicidé. Mais en fait, elle n'était pas morte, et peu de temps après, elle a retrouvé le corps sans vie de son amour, et elle se suicida à son tour, peu de temps après. Mort passionnelle, tous les deux morts pour leur passion, pour l'un envers l'autre. Bon, attends, je t'arrête. Regarde, ça te fait pas penser exactement à la scène de crime de la semaine dernière, du tueur au tableau en lui-même? Ça serait une mise en scène. Ouais, pas une coïncidence. Bon allez, on va chercher le deuxième tableau. Regarde, qu'est-ce que tu penses de celui-là? On dit mort guerrière. Premier truc qu'on voit, le trident, ou aussi une fourche, mais surtout le trident du dieu de la mer. On voit aussi des lances, des flèches, une hache et un bouclier. Que des armes de guerre. Oui, mais on le pourrait lier à quel meurtre du tueur? Ou alors il n'a pas compris le sens du tableau, et donc l'intention de l'auteur. Mais comme tu dis, oui, effectivement, on retrouve les armes déposées ici, les armes de guerre, mais aussi on voit aussi l'expression faciale des chevaux. Ok. La peur, donc la mort. Bon, on va chercher le troisième. Tiens, attends, qu'est-ce que tu penses du tableau là? Approchons-nous.
On a peut-être une piste. On dit mort prédatrice. Alors, dès le début, on voit l'aigle qui immobilise sa proie, qui est donc le lièvre, et ici l'aigle est le prédateur. On dit mort prédatrice. C'est forcément ça. Je suis d'accord avec toi. En plus, regarde autour de toi. Est-ce que tu vois un autre tableau qui symbolise ce type de mort? Non. C'est sûr que c'est celui-là. Mais on a un souci. C'est le troisième tableau. Il n'y a eu que 2 meurtres là pour l'instant. À moins que... À moins que ça ce soit la scène de crime qui est sur le point de se produire. Non! C'est pas terminé. Il pointe de son doigt le 8e coup. Tu ne voleras point. Qu'est-ce qui s'est passé? Bienvenue dans la salle Jean-François Millet. Elle est dédiée à Jean-François Millet. Jean-François Millet, c'est un artiste régional qui vient de la Hague, qui était paysan et qui est contemporain.
Il vient dans ce musée pour... c'est un des premiers visiteurs de ce musée, donc il vient dans ce musée pour nourrir son art et reproduire des tableaux. Venez. Accélérez. Ici, Pauline Ono, la première femme de Jean-François Millet. C'est un tableau très tragique puisque c'est le dernier en date de cette jeune femme qui va mourir de la tuberculose peu après. On peut voir son teint verdâtre et de très belles bagues. Non, allez voir le chien. Allez voir le chien. Jean-François Millet, dans le début de sa carrière, va faire beaucoup de portraits pour plaire à la chère bourgeoise. Il fera des portraits de sa belle famille, de ses proches en général. Madame Veuve Roumi, ici. Elle, on s'en fout. Et Amand Ono, le frère de Pauline, qui est très bel homme et qui mériterait peut-être une aussi belle moustache que la mienne. De même pour le père, Pierre Ono. Oui, voilà. Et Pauline, sous un meilleur homme peut-être, ou simplement en robe bleue. Qu'est-ce que vous faites ? En 1841, Jean-François Millet reçoit sa première vraie commande de la mairie de Cherbourg. Il est demandé un portrait posthume du maire. Il est refusé pour cause de ressemblance trop peu flatteuse. Ils acceptent quand même un autoportrait religieux de Millet travesti en Moïse. C'est aussi une satire religieuse que l'on retrouve dans cette toile, avec les cornes dans ses cheveux et la lumière sur son front qui font écho à une erreur de traduction dans l'Ancien Testament qui disait front cornu au lieu de front lumineux. Il pointe de son doigt le 8e commandement. Tu ne voleras point. Excuse-moi, tu peux m'aider à retrouver mon tableau? Je l'ai perdu. Je suis bien dans la bonne salle, peintures et marines, mais je ne le trouve pas. Dans mon tableau, il y a un bateau qui doit partir à Jersey en 1883. Je me souviens que ce jour-là, il faisait beau, et d'ailleurs, j'y ai laissé ma valise. Il faut vraiment que je la retrouve. Si tu réussis, tu auras une surprise à la fin. On va commencer, suis-moi. Est-ce que tu penses que ce tableau est le bon tableau? Oh mince, ce n'est pas du tout le bon tableau. Ce tableau représente un port de Cherbourg. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de marchands, beaucoup de pêcheurs et beaucoup de bateaux, mais il n'y a pas le mien. D'ailleurs, ce tableau a été peint par Théodore Deligny en 1831. C'est beaucoup trop tôt, il faut qu'on avance dans le temps. Est-ce que tu penses que ce tableau est le bon tableau cette fois-ci? Souviens-toi des indices. Eh bien non, ce n'est toujours pas le bon tableau. Ici, les bateaux ne sont pas du tout faits pour voyager. Ils sont là pour la venue du futur empereur de la France, Napoléon III, qui doit arriver en 1850 à Cherbourg. On reconnaît ces bateaux par leur grande taille, leurs nombreux drapeaux et les nombreux canons. Le peintre, Morel Faccio, a utilisé le réalisme. Qu'est-ce que c'est? Viens voir. Tu vois les drapeaux? On dirait vraiment des vrais, n'est-ce pas? Le réalisme, c'est ça, c'est peindre au plus près de la réalité. Mais bon, on doit continuer les recherches. Allez, suis-moi, on va partir par là.
est-ce que tu penses que ce tableau est le bon tableau? Regardons de plus près. Est-ce qu'il y a un bateau? Oh oui. Est-ce qu'il part pour Jersey? Oui, et en 1883. C'est le bon lieu et la bonne date. Est-ce que tu vois ma valise? Oui, il y a ma valise. C'est le bon tableau. Tu as réussi. Bravo. Au revoir. Bienvenue dans la salle 9, l'art des salons. Donc, on va s'attaquer à cette œuvre-ci. Donc, c'est une œuvre sur toile de Marguerite Le Gastelois. Donc, c'est la Denise aux pommes. On peut voir des pommes un peu partout. Donc, qui dit pomme dit pomme, pomme, pomme d'amour. Oh là là, ça craque sous la dent. Bon, on va passer à l'autre tableau. Oh, non, rapproche-toi, n'hésite pas, je vais pas te manger. Hein. Bon. Alors, la révélation de Gaston Broussière. Gaston Broussière, c'est qui? C'est un peintre du 19e siècle qui s'inscrit dans le mouvement symboliste. Il va peindre ce tableau en 1894 et ce tableau illustre l'opéra de la Valkyrie de Richard Wagner. Bon, pour faire court, la Valkyrie est emmenée pour tuer ses deux jumeaux juste ici parce qu'ils s'aiment très très fort, sauf que arrivée sur place, elle va tellement être touchée par leur amour si puissant qu'elle va finalement pas les tuer. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Pourquoi la Valkyrie ici, elle est représentée avec des cheveux aussi longs et roux? Alors, elle est représentée pour, en gros, c'est la femme typique des années 1900. Elle représente comme par exemple Sarah Bernhardt, la femme idéale. Comme vous. Elle représente, oui, notamment la figure puissante, imposante, avec son armure, son épée, son casque, etc. Et ici, justement, j'allais y venir. Le contact physique. Oui, justement, en gros, il y a un contact physique entre ces deux personnages afin de symboliser leur amour puissante. Tel un signe du destin, quoi. D'autres questions, non? Pas de questions, mademoiselle? Non? Bon, bah, j'ai passé un très bon moment. Au revoir. Oh! Attendez. Tenez votre main. Au revoir. au revoir. Bonjour et bienvenue dans la salle numéro 9 de notre beau musée. Je vois que vous êtes très intéressé par le magnifique tableau d'Adolphe Lamire peint en 1912, n'est-ce pas? J'ai un petit jeu pour vous. Vous devrez compter le nombre de fois où vous entendrez un tambourin, comme celui-ci. Facile, n'est-ce pas? Comme je le disais, ce tableau a été peint en 1912, malgré son apparence assez classique. Attendez. Ah oui, parmi toutes ces femmes, cette première, son visage est tourné vers nous, avec un regard très intense. La seconde semble surprise. La troisième, nous pouvons voir qu'il y a une vue très prenante sur son dos. Puis la quatrième est allongée de manière très suggestive. Au second plan, en haut du tableau, nous pouvons voir qu'il y a 9 muses antiques qui représentent la musique,
le chant et l'art. Tu as oublié de parler d'Apollon, le dieu mythologique grec des arts, du chant. Stop! Pardon. Excusez-moi. Les fleurs. Ah oui, les fleurs. Nous pouvons voir des fleurs en bas du tableau, en référence à une des muses, Thalie. Nous avons notamment deux beaux oiseaux, ici et là, qui représentent les sirènes, de par leur malfaisance. Nous avons un troisième oiseau, qui représente les muses, et qui descend vers les magnifiques sirènes. Comment ça? Les magnifiques sirènes! Stop! Tout ce que vous devez savoir à propos de ce tableau, c'est que le peintre a peint de la mythologie pour seul prétexte de peindre du nez. Maintenant partez! Partez!